Bonjour, vous nous suivez sur villagesemence.fr, nous avons une chaîne YouTube, vous posez vos questions sur Twitter, stop-intox pour cette émission consacrée à notre souveraineté alimentaire. Avec moi pour en parler, Luc Châtelain, qui est le président du comité national interprofessionnel de la pomme de terre, vous êtes vous-même producteur. Pierre Pagès, vous êtes vice-président, nous accueillez chez vous, merci. Vous êtes vice-président de SEMAE. Laurent Rousseau, directeur de Terre Univia, Terre Innovia. C'est la filière oléaprotéagineuse, c'est bien ça? Exactement. Et puis Thierry Pouche, économiste, vice-président de la Société française d'économie rurale. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Paysans et Société. On va évoquer la question de la souveraineté alimentaire dans le détail. La souveraineté alimentaire, dans la définition que j'en donne moi, c'est être capable de produire ce qu'on sait produire à des prix acceptables par les consommateurs et à des conditions de revenus acceptables par les producteurs. Mais la souveraineté alimentaire, elle est dépendante aussi de la géopolitique, de la géoéconomie. J'ai envie de vous demander, Thierry Pouche, vous qui êtes économiste, qu'est-ce qui a changé dans le débat sur la souveraineté alimentaire depuis la nuit de mercredi à jeudi ? Indéniablement, depuis la semaine dernière, il y a eu un processus d'amplification d'une prise de conscience de cette souveraineté alimentaire dont le point de départ se situe dans la crise sanitaire. On s'est aperçu qu'il y avait effectivement une dépendance assez élevée de la France dans un certain nombre de domaines. Au-delà du matériel médical qu'on a souvent évoqué, c'était surtout sur la protéine végétale, pour l'alimentation du bétail notamment. Et là, avec le conflit ukrainien, évidemment, la question va se poser de savoir comment on peut accentuer cette prise de conscience et quels vont être les leviers pour essayer de détenir, renforcer notre souveraineté alimentaire de façon à moins dépendre de l'extérieur, parce qu'il y a des aléas, destruction d'infrastructures, destruction de cultures, etc. Est-ce que la prise de conscience, elle ne vient pas de la douleur? Je parle de la douleur économique. La douleur économique pour un consommateur, c'est l'inflation. Alors, ça peut provenir de la douleur économique avec le consommateur en bout de chaîne qui va évidemment payer plus cher son alimentation, mais il y a aussi une prise de conscience qui a été adoptée, effective, à partir du moment où le monde environnant devient de plus en plus dangereux et qu'il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement. Et c'est aussi une façon, avec la souveraineté, d'affirmer aussi sa puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui accepter que nous soyons environnés de concurrents. Il faut aussi s'affirmer sur les marchés mondiaux et de ce point de vue-là, la France et sa compétitivité, même si elle a été un peu érodée ces dernières années, détient des atouts considérables pour affirmer sa puissance au sein de l'Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. Pierre Pagès, on redécouvre la base de la pyramide des besoins. Le premier des besoins, c'est de s'alimenter. C'est les besoins physiologiques. C'est tout bête, mais ça marche comme ça. Pour vous, est-ce que les événements de la semaine dernière changent radicalement les choses pour la filière que vous représentez? Indéniablement, ça les change, puisque par rapport en écho à ce que vous disiez, les semences et la filière semences, on est une filière qui exporte et qui alimente le monde en semences. Je rappelle que les semences, c'est le premier maillon de l'alimentation d'une certaine manière, puisque on le dit souvent ici, tout commence par les semences. Donc, et donc elles ont un rôle clé dans les équilibres alimentaires mondiaux. Et si on reprend les deux pays dont on parle beaucoup en ce moment, la Russie et l'Ukraine, on est une filière d'exportation, on est le premier exportateur mondial en semences, et la Russie et l'Ukraine sont des pays de destination parce que ce sont des grands pays de production agricole de céréales d'abord et d'oléagineux ensuite. C'est la première région de production d'oléagineux au monde, et les entreprises semencières qui fournissent des semences de tournesol aujourd'hui sont des entreprises occidentales et françaises pour la plupart. Donc on a forcément un impact aujourd'hui fort par rapport à ce qui se passe. Alors pour le moment, pas de conséquences pratiques. Vous savez que les Européens ont pris des dispositions, gelé les avoirs notamment de certaines banques russes, interdit le ciel européen. Pour le moment, vous n'avez reçu aucune directive. Le lien avec vos clients se poursuit.
On n'a pas reçu de directive, certes, mais les exportations sont dangereusement mises à mal aujourd'hui. L'agriculture ukrainienne est à l'arrêt, je pense. Enfin, en tout cas, on a aussi des implantations. Nos entreprises sont implantées en Ukraine, donc tous les outils industriels sont fermés. Et on exporte beaucoup de semences sur la Russie. Aujourd'hui, une partie de ces exportations sont arrivées à destination, mais pas tout, avec beaucoup de points d'interrogation sur la suite, mais sur des effets dominos. C'est aussi 2023 et les années derrière qui vont être... La filière est à risque, c'est ça que vous dites là. La filière là-bas est à l'arrêt. Nous, on est très impactés par ça. Vous êtes à risque. On est une filière clairement à risque et à risque dans la durée. C'est pas seulement ce qui se passe maintenant, mais c'est les effets dominos qu'il y aura derrière. Luc Chatelain, il y a un domaine dans lequel nous sommes manifestement autosuffisants, c'est celui de la pomme de terre. Je me trompe? C'est bien ça? Tout à fait. Alors, l'équilibre est toujours fragile. En économie, on sait que la vérité se montre par aperçu et que ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas nécessairement le lendemain. Donc c'est un équilibre fragile ou vous le qualifieriez, vous, de robuste et durable? Alors, il faut reconnaître qu'on est sur un produit emblématique de l'alimentation, la pomme de terre. On revendique le fait d'être le premier exportateur mondial. Et ça, je porte cette charge, mais j'en suis extrêmement fier. Si on est le premier exportateur mondial aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a déjà satisfait sur le plan national les équilibres. On est globalement à 95% d'approvisionnement en termes de production sur le plan national. La petite différence, c'est les jonctions qu'on peut toujours avoir. Ça, c'est tout à fait inhérent à notre production. Ça, on le doit parce qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir des compétences en termes d'agriculture. On a la richesse de nos bassins de production. Et c'est vrai qu'on a pu justement développer une production. Aujourd'hui, on exporte une pomme de terre sur 2, ce qui est considérable. Sur les 6 millions de tonnes de pommes de terre que nous produisons, effectivement... C'est toutes les pommes de terre. Je ne sais pas si le vocabulaire que je vais utiliser est le bon, mais de la pomme de terre entrée de gamme jusqu'à la pomme de terre premium. Alors, effectivement, on a ce que nous appelons dans notre jargon une segmentation culinaire. Oui, bien sûr, oui. On a une pomme de terre à destination marché de la frite. On a une destination, ce qu'on appelle la polyvalente, et on a un segment qui est très particulier et extrêmement français. C'est celui de la chair ferme. Donc ça, c'est la résultante de plusieurs années, des années 80, où on est passé d'une pomme de terre entre guillemets basique, ce qu'on appelait à l'époque. Vous avez premiumisé votre produit, vous avez segmenté votre marché. On a fait évoluer et créé de la valeur. Tout en sachant que l'objectif derrière était de garder un produit accessible pour que cette pomme de terre reste accessible aux consommateurs. Ça, à notre sens, c'était essentiel. On est sur un produit qui reste... le prix moyen étant de 1,10 €, tout à fait raisonnable. Pour le consommateur. Pour le consommateur. Oui. Ce qui fait qu'on arrive à approvisionner, à faire un repas, entre guillemets, pour moins de 30 centimes d'euros pour un consommateur dans le cadre d'une... Voilà. Donc c'est un produit qui est accessible, qui est diversifié, et ça, je veux dire. Alors moi, je voudrais revenir sur les propos de cette souveraineté alimentaire. Certes, on a été extrêmement sensible. Et d'ailleurs, notre filière a su relever le défi au moment du Covid, cette crise Covid de 2019-2020. Mais je pense que ça remonte, le terme, c'était l'après-guerre en fait. La mission qui nous avait été confiée aux producteurs que je suis, c'était d'approvisionner la France. Et déjà, le terme souveraineté n'était peut-être pas celui qui était employé, mais ça remonte à cela. Ça a été... c'est aussi vieux que l'histoire du monde et de l'économie. L'histoire de l'économie. Je pense que malheureusement, sur les bords du Nil, on faisait du commerce. Je me rappelle de Turgot, laisser aller, laisser passer. Vous savez, le commerce international contre le protectionnisme, c'est un très vieux débat, ça. Mais la souveraineté. Malheureusement, il faut des crises, malheureusement. Oui. Et nous pensions que nous étions sortis de cette crise pour rentrer maintenant, malheureusement, dans une crise majeure. Alors, on peut appeler... on fait le tour et puis on va revenir sur tous ces éléments. Laurent Rousseau, directeur de Terre Univia, Terre Innovia. Comment vous le posez, le problème de la souveraineté alimentaire, pour vous? Alors, pour nous, moi je représente une filière qui est,
contributive à ces enjeux de souveraineté depuis une cinquantaine d'années. On est né d'un problème de souveraineté au moment où, dépendant énormément des importations de tourteaux américains dans les années 70, première crise climatique cette fois, où les Américains ont fait boycott, en fait ont arrêté les exportations vers l'Europe et on s'est retrouvé avec des gros problèmes de capacité à fournir de la protéine à nos élevages. Et on est né de cette nécessité. Aujourd'hui, grâce au développement de nos cultures, protéagineuses et oléagineuses, produisant de la protéine et de l'huile pour les oléagineux, on est arrivé à garantir en France une capacité de fournir à nos élevages un peu plus de 50% de ce que nous consommons. C'est satisfaisant? Non, ce n'est pas satisfaisant du tout. Alors, ce n'est pas satisfaisant au niveau de l'échelle française, mais si on doit raisonner souveraineté, on doit raisonner à une souveraineté européenne. On a une responsabilité au niveau national pour fournir sur le territoire national ce dont on a besoin, mais aussi une contribution très importante de notre souveraineté au niveau européen. Parce que chaque pays a sa spécificité, a son interdépendance, et on voit avec la crise qui se passe aujourd'hui que l'enjeu, il est d'une souveraineté européenne face à des problématiques de déstabilisation. Alors, on l'a vu, elle était climatique sur les échanges avec les États-Unis. Elle est environnementale et sociétale avec des enjeux autour de la déforestation et des problématiques d'importation venant du soja sud-américain. Elle est démographique et on s'attendait à avoir des problèmes sur les protéines dans les 30 ans qui viennent liés à la démographie. Et ce que nous rappelle cette crise, cette guerre, c'est que c'est beaucoup plus sensible que ça et que ça devient un enjeu géostratégique majeur. Et aujourd'hui, on peut dire que notre pays, il n'y aura pas de problématique de capacité. Aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, on n'est pas en situation de manque, mais on est en situation de grande fragilité si dans les mois qui viennent, dans les toutes prochaines années, on n'est pas en mesure d'augmenter nos capacités de production, parce que sinon, on va être vraiment en difficulté. Mais est-ce qu'on peut le faire, techniquement? C'est une affaire de volonté? Alors, quoi quelle est la clé, là? C'est l'investissement? C'est la volonté? C'est tout à la fois. C'est le plan protéine qu'on développe avec le soutien de l'État, mais aussi dans un cadre européen. C'est une capacité à, faire changer les pratiques agricoles et les filières pour diversifier les productions, pour mettre plus de protéines et de plantes riches en protéines et d'huile. La deuxième, c'est avoir des chaînes de valeur qui donnent de la valeur à ça et qui, jusqu'au consommateur, se paient. Et la troisième chose, c'est qu'on ait des conditions de culture qui soient adaptées à la vitesse à laquelle nous changeons. Par exemple, le climat change très vite. Les problématiques de perte, de réduction des moyens de lutte pour des raisons sociétales qu'on comprend tout à fait, qu'on accompagne en termes de phytosanitaire, changent très vite. Il faut absolument qu'on soit en mesure d'aller aussi vite que ce que les changements nous permettent de le faire. Mais on est incapable de le faire. Avec Pierre Pagès, la question, parce que c'est un peu ça qui est au fond de votre propos, la question de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire que oui, les choses changent vite, le changement climatique induit des changements de technique, c'est bien ce que je comprends, c'est ça, appelle des traitements des plantes, des médicaments des plantes. Il y a la question de l'acceptabilité sociale. La société française, elle est prête pour vous? Mais je pense que ce qui s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi doit, j'espère, au moins rebattre un certain nombre de cartes. On a, et Laurent le disait, on a un enjeu qui est agroécologique, on a des enjeux qui sont aujourd'hui environnementaux. On a jusqu'à mercredi soir, on était focalisé sur ces enjeux-là, sur le climat. J'ai été frappé ce week-end d'entendre des candidats à l'élection présidentielle insister sur le fait qu'il fallait consommer bio. Alors, évidemment, c'est peut-être souhaitable. Je me suis renseigné sur les prix. La tonne de blé, elle est à 300 €. La tonne de blé bio, elle est à 450. Vous avez en France 2 millions de familles qui vivent avec 200 € alimentaires par mois. Oui. 200 €. 2 millions de familles, ça fait beaucoup de Français, ça fait une dizaine de millions de Français. Comment fait-on? Donc on a besoin d'avoir une production qui à la fois s'empare, et ça je crois qu'on est tous conscients, on a tous travaillé là-dessus, s'empare de ces enjeux environnementaux, qui soient climatiques, qui soient sur le mode de production. Et on est en train de redécouvrir ou de se rendre compte que finalement,
l'alimentation et l'alimentation en termes d'accès à l'alimentation est aussi un enjeu majeur. Donc on a un outil pour ça, c'est l'innovation qui va nous permettre d'arriver à concilier à la fois, et les semences sont au cœur de cette innovation-là, puisque je le disais tout à l'heure, c'est le point de départ. On est le point de départ. Absolument. Oui. Et on a les outils. On a des outils qui nous permettent à la fois de concilier, d'avoir un mode de production qui soit mieux adapté aux attentes aujourd'hui en termes de climat, etc., tout en sécurisant et en continuant à assurer une production en volume suffisant. Encore faut-il qu'on nous donne et on nous laisse avoir accès à cette innovation-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des débats autour des techniques de sélection, quand on parle de mutagénèse et quand on parle d'édition génomique. Si on ne nous laisse pas, les entreprises européennes et françaises, avoir accès à ces technologies-là, d'abord, on met à mal la capacité globale de production et la capacité à aller vers cette transition que tout le monde attend, mais en plus, on va sortir ces entreprises européennes d'un jeu qui est international. Aujourd'hui, le monde des semences, et le monde agricole et de l'alimentation est globalisé. Vous dites en substance, nous serions dans ces conditions les seuls à ne pas chercher. On serait, comme on l'a été pour bon, souvenons-nous des débats sur les OGM, je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais en tout cas, on a sorti la capacité française et européenne de ce jeu-là. Ne refaisons pas une deuxième fois la même erreur. Oui. On a besoin de ces technologies-là. C'est pas moi qui le dis. Un collectif d'élus verts allemands en 2020 a dit, pour faire face aux enjeux écologiques et climatiques, on a besoin de toutes les technologies, y compris la génétique. Mais les Grünen allemands ne sont pas les verts français. Ça n'aura échappé à personne. Et sur ce sujet, et sur beaucoup d'autres. Est-ce que, Thierry Pouche, vous pensez, là on a un débat autour de la souveraineté alimentaire. Moi je suis toujours frappé par la question du rapport à l'opinion. Vous savez qu'en communication, il y a un émetteur et un récepteur. Ce qui compte, c'est la façon dont le récepteur reçoit l'information. Est-ce que l'opinion, le public, a tous les éléments de ce débat sur la souveraineté alimentaire? Autrement dit, est-ce que c'est pris au sérieux par l'opinion ou est-ce que c'est pas simplement un débat pour quelques initiés? Il me semble que sur la question alimentaire... c'est sérieux. Je pense que c'est sérieux. Les consommateurs ont pris conscience depuis déjà fort longtemps, et ça s'est accentué avec la crise sanitaire. Et en plus, avec le conflit ukrainien, je pense qu'il y a une génération qui doit avoir à l'esprit les hypothèses de pénurie que ça peut représenter une guerre. Donc de ce point de vue-là, continuer à produire et essayer de satisfaire les besoins primaires que sont la consommation alimentaire, ça revêt une importance décisive. Je vais préciser ma question. Nous sortons d'une période de 6 ans de déflation alimentaire. Les Français se sont peut-être habitués à cette idée que l'alimentation n'a plus de valeur. Je pense que c'est en train de s'inverser, justement. Il me semble. Tant mieux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui. Alors, évidemment, après, vous souleviez la question du bio. On est dans une phase de sous-consommation, là, avec des prix qui sont déclassés. Il y a même, de façon assez marginale, des phénomènes de déconversion d'agriculteurs qui commencent à être mesurés. C'est pas énorme, mais on est dans une phase un peu difficile pour le bio. Alors, c'est pas simplement une question de prix, même si le consommateur regarde en priorité le prix, mais c'est aussi que dans la palette des biens alimentaires qu'il a devant lui, maintenant, le bio est aussi concurrencé par des biens qui sont de très bonne qualité, qui sont estampillés haute valeur environnementale. Il y a des signes de qualité qui sont à peu près équivalents au bio. Donc, les vergers éco-responsables, dont j'entendais parler hier, effectivement, qui utilisent les techniques de la nature, absolument, sans être pour autant bio. L'opinion, donc, selon vous, imprime ce débat. Est-ce que, pour autant, les Français sont prêts à y mettre le prix? Parce qu'on sait que le prix incarne une valeur. Le prix est un indice synthétique qui incarne une valeur, y compris une valeur de contenu. Mais est-ce qu'on est prêt à le payer? Alors, dans les enquêtes d'opinion au moment de la crise sanitaire, les Français répondaient majoritairement oui, ils étaient prêts à payer. Alors, attendez, mais est-ce qu'ils répondent? Il y a ce qui est déclaratif et ce qu'ils font. C'est ce que justement je voulais vous dire, c'est que dans le contexte économique actuel où on a une stagnation, voire une diminution du pouvoir d'achat, peut-être que l'acte concret ne correspond pas à la déclaration. Mais là, on ne peut pas aborder la question de on est prêt à payer plus cher sans mettre en correspondance la question du pouvoir d'achat. Et on sait bien que dans la campagne électorale, avant ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était un enjeu décisif aussi. C'était capital. Je me tourne vers votre voisin. Vous avez parlé tout à l'heure de segmentation de votre production. Est-ce que ça correspond aussi à une segmentation de vos consommateurs? Je vais être un peu
provocateur, est-ce que les classes populaires achètent les pommes de terre entrée de gamme? Et est-ce que finalement la rate du Touquet, c'est ça, non, ou la pomme de terre de Noirmoutier, entre 5 et 10 euros le kilo, est réservée au CSP++? Très clairement, il y a une telle diversité qui répond à la demande et à la diversité des consommateurs. Moi, je ne souhaite pas opposer, par exemple en bio ou au conventionnel, sûr, c'est complémentaire. Voilà. Non, mais tout le monde n'exprime pas les mêmes besoins, on est d'accord. Tout le monde n'exprime pas les mêmes besoins sur le marché. Tout à fait, mais et quelque part, tant mieux. Ça correspond, on a une offre, nous en pommes de terre, qui correspond à la diversité de nos consommateurs. Et cette richesse, elle est, à mon sens, extrêmement importante. Moi, je voudrais aussi revenir sur... Parce qu'on est, et on le revendique, le fait d'être complémentaire, bio, conventionnel, des démarches extrêmement avancées en termes de respect environnemental, ça doit être, je le répète, c'est complémentaire, ça n'est pas opposé, et il faut que ça le reste. On parlait d'innovation, Laurent Rousseau. Vous êtes, vous, dans un secteur où l'innovation a été une des clés du succès. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Je crois que la filière doit beaucoup à Xavier Belin. Non, je crois qu'il s'était penché vraiment sur ce sujet, qu'il y a consacré une grande partie de son énergie, l'ancien président de la FNSEA. Vous avez l'impression, vous, qu'il y a des barrières d'entrée en termes d'innovation ? Alors effectivement, on est au front, hein. On est qualifié de filière de challenger, parce qu'en fait, on ne fait qu'innover tout le temps, par souci d'intégration de nos sujets dans, on va dire, la tradition imposée depuis l'après-guerre, dans une grande culture très céréalière. Il fallait effectivement qu'on puisse prendre notre place en tant que filière complémentaire. Alors oui, il y a des verrous, mais rien n'est impossible, à condition qu'on respecte les délais. C'est une question de temporalité. On ne peut pas demander à des innovateurs, ceux qui transmettent ces innovations et à ceux qui les intègrent, d'aller plus vite ou d'aller aussi vite que les demandes qui sont aujourd'hui exprimées quasiment d'une année sur l'autre. Il faut le temps, le vivant. Le vivant, chez nous, on le conjugue selon deux dimensions. Le vivant parce que c'est notre support, et le vivant parce que c'est d'abord des hommes et des femmes qui font les choses. Et que tout ça, ça prend un peu de temps, et qu'il faut respecter ce temps-là tout en ayant des engagements. Donc ça, c'est essentiel. Simplement, il faut savoir où on veut aller. Et nous, la difficulté qu'on a, et c'est tout le débat qu'on a ici, c'est qu'on est sur une trajectoire de nécessité. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ça nous le rappelle, une trajectoire de nécessité, une trajectoire de responsabilité et stratégique. Or, il y a une petite musique qui même prend forme par des règles communautaires qui consisterait à penser qu'on doit réduire les volumes de production en Europe. Ça, c'est totalement irresponsable. Ça, vous ne croyez pas que c'est totalement remis en cause par ce qui s'est passé la semaine dernière ? Parce que ça veut dire qu'en fait, toute l'innovation qu'on met en place, tout le transfert, c'est pour produire moins de volume demain, alors qu'on a besoin de plus de volume. Pourquoi il y a besoin de plus de volume ? D'abord, pour être souverain, ça veut être libre. Être libre de pouvoir fournir à notre population européenne ce dont on a besoin, mais aussi de prendre nos responsabilités vis-à-vis des pays qui importent nos produits. Parce que si nous ne le faisons pas, nous exposons à des crises majeures alimentaires dans le monde. Et nous avons une responsabilité d'exportation. Et de vouloir faire que l'agriculture française et européenne soit une agriculture d'autosuffisance avec un minimum de volume, c'est une irresponsabilité historique. Donc moi, j'en appelle tout le monde à faire très attention avec ça. Quel est le raisonnement au départ ? C'est produire moins, produire mieux ? C'est une tendance de verdissement ? C'est la tendance du verdissement de l'agriculture ? C'est une vision l'idée qui consiste à dire que le petit producteur de l'autre côté de la rue est plus vertueux et plus efficace ? C'est ça, c'est une vision dont les échelles échappent à ceux qui les ont. C'est-à-dire qu'on a une problématique de localisation de l'agriculture, mais une problématique d'échange et de solidarité et de chaîne de valeur qui ne résume pas à aller faire sa cueillette de pommes de terre chez vous autour de l'exploitation. C'est beaucoup plus complexe que ça et on a vraiment besoin d'avoir tout ça en tête lorsqu'on prend ces décisions-là. Il y a une question aussi de réduction
dite de l'élevage, qui consommerait moins de protéines et moins de... Mais encore une fois, la question c'est, on veut quoi au bout? Voilà, on veut produire pour qui? Alors, Pierre Pagès, quand vous évoquez toutes ces questions au ministère de l'Agriculture, quel écho vous avez? Bon, j'ai eu l'impression à l'écouter que le ministre de l'Agriculture est très sensible à ces questions-là. Je crois qu'on a effectivement une forme d'accompagnement du ministère sur ces sujets-là, mais cette culture d'une production, d'une vision différente de la production est très fortement ancrée aujourd'hui. Et donc, c'est ce que Laurent disait, on a à faire face sur une vision de l'agriculture qui est plutôt sur une vision restrictive. Et on ne doit pas opposer les modèles, on doit au contraire s'appuyer sur une grande diversité d'agriculture qu'on est capable de mettre en place en France aujourd'hui. Mais sur un enjeu comme celui-là, qui est un enjeu d'alimentation fondamental, comme on l'a évoqué tout à l'heure, comment se fait-il que le monde paysan ne soit pas parvenu à convaincre l'opinion? Parce que cette image de Martine à la ferme est sympathique, bien sûr. Enfin, les Français ne sont pas idiots, ils comprennent qu'il faut non seulement nourrir la population pendant 365 jours, sans rupture, et exporter. Je ne sais pas si c'est l'opinion qu'on n'arrive pas à convaincre ou un certain nombre d'associations qui veulent promouvoir un autre modèle d'agriculture. On ne parle pas forcément de la même chose et que on ne va pas produire. Enfin, le modèle agricole français, il ne peut pas se limiter à produire des pommes de terre de Noirmoutier ou de la rate du Touré. C'est clair. Oui. C'est pas ça l'objectif. Non, bien sûr. On a la chance d'avoir une grande diversité de modes de production agricole en France. Essayons de les promouvoir. Et c'est cette diversité-là qui répondra aux attentes à la fois d'une agriculture certainement plus locale, plus localisée, plus identifiée, mais aussi qui permettra de fournir de l'alimentation à ceux que vous évoquiez tout à l'heure, à des ménages qui ont 200 € par mois consacrés à l'alimentation. C'est aussi ça qu'il faut qu'on regarde. On ne peut pas vivre, Thierry Pouche, avec des marchés de niche. On ne peut pas vivre qu'avec ça. Il faut du mass market, comme dire, enfin du marché de masse. D'ailleurs, ce qu'on évoquait tout à l'heure dans le secteur de la pomme de terre, il faut de l'entrée de gamme pour pouvoir produire de la valeur ajoutée à côté. Si vous regardez les destinations de nos exportations, je mets de côté les vins et boissons, c'est un produit assez particulier, mais qui a son importance pour notre balance commerciale. Ensuite, le deuxième pot, ce sont les céréales et produits de céréales. On exporte la moitié de notre production, et sur cette moitié exportée, il y en a déjà la moitié qui part vers l'Algérie. Ce sont des céréales d'entrée de gamme. Il faut respecter effectivement un cahier des charges, ça on est d'accord, mais ce sont des céréales brutes, si vous voulez. C'est du blé notamment, c'est du blé tendre, avec 11-12% de protéines qui permet de faire du pain. Voilà, exactement. Oui. Donc, si vous voulez, on ne peut pas opposer, comme le disait Monsieur Pagès, les modèles. C'est juste. Il y a une telle diversité dans l'agriculture française que ça constitue un atout fondamental. Et ce que disait Monsieur tout à l'heure sur cette trajectoire un peu restrictive dans laquelle on est installé provient évidemment d'une Union européenne qui a défini un pacte vert qui aura des conséquences d'après les études d'impact qui ont été menées, que ce soit aux États-Unis ou dans certaines universités, et même la Commission européenne a montré que si l'Union européenne applique son programme, il y aura un décrochage de la production, de nos exportations et in fine du revenu des agriculteurs. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment plus à l'est de l'Europe va constituer certainement un déclencheur pour que l'Union européenne puisse réexaminer son projet. Mais j'ajouterais que, puisque on tourne un petit peu autour du pot depuis tout à l'heure, cette souveraineté alimentaire, si on doit l'avoir à l'échelle européenne, il faudra qu'on arrive à une Europe fédérale du coup, parce qu'aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, historiquement, c'était plutôt une autosuffisance qu'il fallait atteindre. Alors, c'était souvent dans ses frontières. Voilà, dans ses frontières. Mais définir une souveraineté alimentaire à l'heure actuelle, je pense qu'il y a encore des divergences au sein des États membres. On est capable de faire Airbus. On a été capable de faire l'Agence spatiale européenne. Il y a des programmes européens. Il nous en faudrait peut-être dans les secteurs fondamentaux, l'alimentation, le médicament, le transport. Il y a un marché commun de l'électricité. Il y a la politique agricole commune dont on célèbre les 60 ans cette année. Oui. Et on va arriver au mois de mars. Je n'entends pas grand monde envisager de célébrer cette politique agricole commune 60 ans après. On a ça. C'était la première politique commune de l'Union européenne. Qu'est-ce qui nous manquerait précisément pour passer à l'échelon communautaire? Pour dire, voilà, il y a la question de la souveraineté alimentaire des Français. On y est attaché, d'autant qu'on n'a pas tout à fait la même alimentation que nos voisins. La nôtre est plus large, plus riche, les gammes plus profondes, enfin, tant mieux d'ailleurs.
Mais qu'est-ce qui nous manque là pour passer à l'échelon supérieur? Je pense qu'il y a une dimension politique là moi je sors de mon champ de compétences, mais un fédéralisme à l'échelle européenne, ça nécessite évidemment une volonté politique, un engagement, et donc essayer de renoncer peu ou prou à une souveraineté nationale. Mais alors, ça veut dire, si on va un petit peu plus loin, puisque la mode est au pays de l'Est aujourd'hui, il faudra aller vers une sorte de Comecon agricole, c'est-à-dire dans lequel chaque pays se spécialiserait. Mais la politique agricole commune, c'était déjà ça. Pourquoi a-t-on renoncé d'une certaine façon partiellement avec les réformes de la politique agricole commune? Et on en arrive aujourd'hui avec une réforme qui va se mettre en place en 2023, avec des plans stratégiques nationaux qui vont conduire à une renationalisation de la PAC et à mettre en concurrence les États membres entre eux. Ça, c'est absurde, non? C'est exactement ce qu'on trouve, hein, effectivement. Ouais. C'est une transformation de l'esprit de départ de la politique agricole commune, la transformant en renationalisation des enjeux. Alors que ce qu'on retrouve aujourd'hui, on le savait dans les projections prospectives sur les enjeux de souveraineté pour l'Europe. Ce qui nous rappelle cette crise, c'est la nécessité d'avoir une approche fédérative et non pas nationaliste de l'agriculture. On va passer avec la nouvelle PAC d'une politique agricole commune à une politique agricole que moi j'appelle concurrentielle maintenant. Mais l'Europe devient un espace de rivalité commerciale entre les États membres. C'est regrettable. qui a stimulé ce courant de pensée? Qui a suggéré cette option? Il faudrait une autre émission pour vous expliquer un peu la genèse de ces réformes de la PAC dans un contexte de libéralisation des économies, etc. Il y a tout un travail à faire aussi là-dessus. Et il y a aussi un courant dans la société, non? Le principe farm to fork. Voilà, c'est ce que j'expliquais avec le pacte vert. C'est ça, c'est le pacte vert. Le farm to fork, c'est une dimension du pacte vert avec la biodiversité qui forme le deuxième axe. Ouais. Et ça, c'est incompatible, à votre avis, avec les questions liées à la souveraineté alimentaire? Je pense il faut arbitrer? Il va falloir arbitrer, d'autant plus que nous sommes dans un contexte géopolitique particulièrement incertain maintenant. Très bien. Donc c'est la question de savoir où se situe la valeur de la vie humaine, non? Si on va un peu plus loin. Il y a ça, et surtout ce que entend faire l'Union européenne de son agriculture. Dans un contexte, on a l'impression que l'Europe a désarmé sur l'agriculture, alors que toutes les autres grandes puissances agricoles ont réarmé justement. Donc le lien de dépendance, enfin tout à l'heure en examinant la question de la souveraineté, je voulais utiliser cette formule qui est de dire la souveraineté c'est de choisir ses dépendances. Aujourd'hui nous sommes à la merci, c'est ça, de politiques publiques qui seraient mal coordonnées, mal pensées, mal influencées. Mal orientées, oui, par rapport aux enjeux, aux défis. Là, il y a une force de rappel qui est devant nous maintenant. Votre avis, Pierre Pagès? On fait beaucoup de... On constate, là. L'Europe, on est aujourd'hui globalement dans une situation de suffisance, puisqu'on est exportateur de façon globale sur les semences, mais encore une fois, les décisions réglementaires peuvent nous fragiliser. Alors, on est forcément impacté par la PAC telle qu'elle va se mettre en place. On a aussi une révision de toutes les normes et directives européennes sur les semences qui est enclenchée maintenant. Et on doit être extrêmement vigilant à ce que cette réforme de toutes les directives ne mette pas à mal la performance aujourd'hui du secteur semencier européen, parce qu'on peut aussi nous mettre en difficulté et ouvrir le champ à la concurrence internationale. Et c'est pas ça qu'on souhaite aujourd'hui. On veut rester une puissance semencière assez sûre, mais pour répondre aussi à tous les objectifs qu'on se fixe en termes de suffisance alimentaire, parce que je crois que malgré tout, c'est ça qu'il faut mettre en premier, et puis de réponse aux enjeux environnementaux. On a encore une grande filière semencière en France, oui. On a une très grande filière semencière en France, puisqu'on est premier exportateur mondial de semences aujourd'hui, donc avec une balance commerciale qui a passé le milliard d'euros de balance positive cette année. Donc oui, c'est une puissance. Donc on vous doit beaucoup, on doit beaucoup au cognac, au champagne, au vin de Bordeaux, de Bourgogne, etc. Ce sont les contributeurs principaux, c'est ça? Oui, je pense, oui. À l'excédent et agricole. On doit organiser la politique agricole globale de l'Union européenne pour préserver cette puissance-là. Quelles sont les forces sur lesquelles vous pouvez compter les uns et les autres pour, puisque vous évoquez le sujet, réarmer la question de la souveraineté, notre souveraineté alimentaire, qu'on pose le problème à l'échelon français ou à l'échelon européen.
Quelles sont les forces qui sont disponibles aujourd'hui? Je vois bien quelles sont les forces qui sont hostiles. Mais quelles sont les forces qui seraient disponibles? D'abord, il y a la force de l'expérience déjà. En tout cas, en ce qui nous concerne, la première expérience, c'est d'avoir structuré des filières. Ça va être capable de s'organiser de l'amont à l'aval et de créer de la valeur ensemble en solidarité et en répartissant la valeur. Ça, on a une grande expérience en France et on est peut-être les premiers à avoir fait ça par rapport à la notion de filière. C'est une notion assez française d'ailleurs, les filières agricoles. Et donc, on a exporté ça en Europe. On a la notion d'interprofession, par exemple, qui est un peu la maîtrise d'œuvre, tout ça, oui. a été française et elle est devenue européenne depuis quelques années avec, elle a essaimé ce genre de choses. Donc, je pense que notre force, c'est ça, c'est être capable de montrer qu'on est en mesure d'organiser la valeur de l'amont à l'aval en partant du plus local, puisqu'on fait de la structuration, ça passe d'abord dans les territoires, ça se passe d'abord avec les acteurs sur les territoires, jusqu'à un niveau national et européen. Et je pense que la meilleure façon de faire, c'est être très pragmatique et montrer qu'on peut créer de la valeur durable, et je dis bien durable au sens strict du terme, en condition de tous se mettre autour de la table et d'y arriver, et de faire confiance à la capacité collective. Après, il y a la deuxième force, c'est l'innovation, vous l'avez dit. On a un vrai savoir-faire innovant. Et ce savoir-faire innovant qui va de la semence jusqu'à la transformation, en passant par les techniques agronomiques, on a tout ça. La seule chose qu'il faut, c'est avoir une vision, comme on l'a dit, des orientations claires et des orientations qui dépassent le cadre national, parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui, on le voit de quelques jours, on ne peut plus se satisfaire d'une vision strictement nationale, il faut vraiment le porter collectivement et être sûr d'éviter de se faire concurrence entre des pays européens, parce qu'on a des pratiques aujourd'hui, on le connaît avec Pierre, ou des pratiques sur le tournesol par exemple, on met des conditions de culture à nos agriculteurs en France qui sont telles que ça le met en concurrence avec ses homologues bulgares ou les homologues de la mer Noire européens, et ça c'est inacceptable, c'est-à-dire on a un problème de divergence concurrentielle dans les pratiques agricoles au sein même de l'Union européenne. C'est lié aux coûts de production, c'est lié aux conditions réglementaires. C'est lié à des questions réglementaires, des traductions nationales de situations réglementaires. Ça, il faut être très vigilant parce que toute l'unité européenne en dépend. Vous abondez manifestement. Justement pour renforcer les propos, qui est une réglementation européenne, oui, je veux bien l'entendre, mais à condition qu'elle soit identique sur chacun des pays. Voilà. C'est-à-dire que si demain on nous dit voilà tel type de solution phytosanitaire n'est plus acceptée, mais il faut qu'elle ne soit plus acceptée sur l'ensemble. On fera une émission sur ce qu'on appelle les clauses miroirs, parce que c'est ça en réalité, c'est imposer à nos importations des conditions de production qui ressembleraient aux nôtres. Mais il nous reste quelques minutes et je voudrais qu'on parle de la question des prix. La question du prix, parce que c'est évidemment un élément central. La souveraineté, comme je l'indiquais tout à l'heure, ça suppose qu'on produise ce qu'on sait produire dans de bonnes conditions pour les consommateurs, des conditions de prix qui sont acceptables par les consommateurs et des conditions de rémunération, Thierry Pouche, qui soient acceptables par les producteurs. Tous les économistes savent que quand il n'y a pas de récompense du producteur, il n'y a plus de production. Est-ce que c'est un danger qui nous menace ? C'est un danger et ça contrevient à l'esprit de la politique agricole commune au début, puisqu'il s'agissait de combiner à la fois des prix alimentaires raisonnables pour les consommateurs et des prix rémunérateurs pour les producteurs. Suffisamment rémunérateurs. Et oui, c'est pour ça qu'il y avait des prix de soutien, des prix d'intervention qui étaient déconnectés du marché mondial. Donc si vous voulez, aujourd'hui, dans un contexte où les recensements agricoles l'ont montré, et le dernier, les premiers chiffres le montrent, on a encore perdu en 10 ans 100 000 exploitants agricoles. Donc si vous voulez, si on ne parvient pas à avoir des prix qui soient suffisamment attractifs pour maintenir la profitabilité des exploitations, mais aussi pour attirer des jeunes dans le métier d'agriculteur et renouveler les générations, évidemment, là, on court un risque assez important vis-à-vis de la population, mais aussi vis-à-vis de notre autosuffisance alimentaire. Pour ceux qui nous suivent et qui auraient cette curiosité, quel est le revenu d'un agriculteur aujourd'hui? Mettons 3 ou 4 agriculteurs, un producteur de céréales, une exploitation de 300 hectares, quel est son revenu? Un éleveur, un producteur de fruits et légumes, qu'est-ce qu'il leur reste à la fin du mois? Le revenu d'un éleveur bovin en moyenne sur une année, c'est 14 000 euros. Donc c'est un tout petit peu plus de 1 000 euros par mois. C'est pas grand-chose, vous voyez. Non. Donc il y a des choses là à creuser pour essayer de revaloriser ce prix et faire en sorte qu'on ne discrédite pas en permanence
la consommation de viande maintenant. Alors, il y a la consommation de viande et puis il y a aussi le rapport, on le mesure en ce moment, le rapport entre les prix de vente. On vend parfois, oui c'est vrai, du poulet brésilien javellisé à 1 euro le kilo. On vend aussi de mauvais produits qui viennent d'Europe, du porc notamment, à moins de 2 euros le kilo. Enfin, pour le poulet, c'est pas tellement le Brésil qui pose problème que la Pologne aujourd'hui. Et la Pologne, c'est essentiellement la Pologne qui nous approvisionne. J'aurais pu citer le cas de la Pologne. Donc, des gens qui sont confrontés à une tension sur les prix de vente, mais qui subissent en même temps, d'ailleurs sans pouvoir y résister, l'augmentation du prix du grain, des intrants, enfin des conditions d'élevage. Sur l'année 2021, il y a eu effectivement une augmentation assez générale des prix agricoles versés aux producteurs, mais qui a été largement couverte par l'augmentation des charges depuis l'envolée des prix des engrais, le prix de l'aliment pour animal, etc. Comment vous avez fait pour convaincre les Français de payer 1 kilo de pommes de terre 5 euros ? 1,10 €. Non mais vous m'avez dit 1,10 €. 1,10 €, c'est la pomme de terre apurée, c'est la base. Une pomme de terre un peu premiumisée, ça coûte plus cher, rassurez-moi. Oui, Bon, attendez, ouais. je parle d'un prix moyen. Donc, oui, j'ai bien compris. J'avoue que c'est, à mon sens, la diversité. Et puis c'est la montée aussi en le gamme. fait que le consommateur, en achetant notre produit, il sait qu'il achète un produit qui lui correspond, dont il y a la sécurité derrière, quoi. C'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, dans les enquêtes que nous pouvons mener au niveau interprofessionnel, on a un taux de satisfaction de nos consommateurs qui est assez exceptionnel. Alors vous ne vendez 93% des consommateurs disent, quand ils ont acheté un produit pomme de terre, la pomme de terre, sont satisfaits de leur acte d'achat. Vous voyez, donc, ça peut justement permettre de l'acceptabilité. Et ça n'a pas de prix. Ce que vous dites là, ça n'a pas de prix. En plus, c'est que ils ont la sécurité d'approvisionnement dans le rayon. Je pense que beaucoup ont oublié ça tout à l'heure. C'est que la crise sanitaire nous a rappelé que on est passé, notre filière, et je pense que toutes les filières agroalimentaires françaises ont su répondre aux défis de cette crise Covid. Souvenez-vous, la panique. Pas de rupture, c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas eu de rupture. Mais non, je pense qu'il faut se souvenir ça. Moi, j'ai la chance d'appartenir à une génération qui n'a pas eu faim. Mes parents ou mes grands-parents, c'est quelque chose qui était quelque part sous-jacent. Mais ça n'a pas de prix, ça. Vous vous levez le matin, vous avez envie d'aller acheter 1 kilo de pommes de terre, il n'y a pas de souci. Vous savez que vous allez trouver dans le rayon 2 kilos de pommes de terre. Il ne faut pas oublier une chose dans votre question sur les prix. Est-ce qu'on est prêt à payer 5 € le kilo de pommes de terre ? La politique agricole commune qu'on a évoquée, elle fixait des prix plus élevés que les prix du marché mondial, mais c'était accompagné dans l'économie générale d'une politique salariale adaptée. Bien sûr. Oui. Et puis, c'était destiné aussi à libérer du pouvoir d'achat pour les consommateurs européens, pour orienter leurs achats vers autre chose que l'alimentation, puisqu'on était passé, comme vous le décrivez vous-même d'ailleurs, d'une société de subsistance à une société de consommation. C'est vrai que mes grands-parents aussi étaient très heureux de pouvoir manger de la viande très régulièrement, parce qu'ils avaient traversé la guerre. C'était né au début du XXe siècle, ils avaient traversé la guerre, et pour eux, manger, c'était peut-être déjà le premier des luxes, la première des sécurités, le premier des conforts. Est-ce qu'il y a un lien, Pierre Pagès, entre innovation et le prix des produits ? Bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, puisque l'innovation, elle a un coût, mais elle permet aussi d'assurer une régularité de production. Donc forcément, c'est lié, forcément, il y a un lien immédiat. Et on revient à chaque fois à cette problématique d'innovation, parce que c'est un des premiers facteurs de sécurisation de la production et c'est un des premiers facteurs d'adaptation de la production au contexte auquel on veut l'adapter. Donc l'innovation, elle est centrale par rapport à ces enjeux-là, par rapport à tous les enjeux. Chez vous aussi, on l'a vu tout à l'heure, déterminante. Alors, on a un travail à faire les uns et les autres, c'est de convaincre précisément que les Français, l'opinion, que l'innovation, ce n'est pas simplement une formule. L'innovation, c'est ce qui permet de gagner de la productivité, c'est-à-dire à volume de capital et de travail égal, à produire plus et mieux. C'est un véritable enjeu de richesse. Peut-être même que c'est l'enjeu agricole du XXIe siècle.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, l'innovation, c'est le résultat d'une attente d'abord. Et il faut savoir pourquoi on l'a fait et quelle orientation on veut lui donner. On l'a vu avec les OGM en particulier. Hein. On peut innover plein de choses. La question, c'est pour quelle destination et pour quel objectif. En tout cas, en ce qui nous concerne, on considère, comme toute la ferme France, qu'on est capable d'innover pour servir l'intérêt à la fois qualitatif, quantitatif et durable de l'agriculture. Il est possible de faire une agriculture durable. Il faut simplement déverrouiller un certain nombre de choses pour y arriver. Le problème qu'on a, je vais vous donner une question, vous parliez du prix tout à l'heure. Prenons un cas tout à fait illustratif, la lentille. Premier producteur de lentilles, c'est les Canadiens. Quand ils produisent des lentilles au Canada, ils la produisent avec des usages et des utilisations selon des modalités et y compris avec des variétés qu'on ne peut pas obtenir en France. En utilisant notamment des lentilles obtenues par mutagénèse, tolérantes aux herbicides, et ils utilisent le glyphosate, etc., etc. Quand ils arrivent chez nous, ces lentilles-là, quand elles arrivent chez nous, elles arrivent à un prix qui est équivalent au coût de production français. Voilà. Donc la question qui se pose, c'est de savoir si, et c'est là où se pose la question des clauses miroirs, c'est parce que le prix, c'est le résultat, le prix in fine, c'est le résultat des prix intermédiaires et des coûts et des charges. Oui. D'accord ? C'est l'économie de base. La question, c'est comment on arrive à gérer, à optimiser les charges par l'innovation, par la technicité, comment on arrive à réguler un minimum les prix, et en particulier de moins dépendre sur les prix des marchés. Pour dépendre moins sur les pays des marchés, il faut contractualiser localement, sur des bases de sourcing local, pour être moins dépendant des marchés à terme, des marchés internationaux. Et pour ça, il faut créer des chaînes de valeur qui soient valorisées jusqu'au consommateur. On est capable de faire ça à condition de se structurer, ce qu'on a fait, mais il faut encore le faire. Et les filières comme la lentille, qui est peu structurée, à part les lentilles vertes du Puy. La lentille blonde du Puy. Voilà, mais à part celle-là, quand elle est peu structurée, elle est très dépendante des marchés internationaux. Bien sûr. Donc la souveraineté, c'est aussi une capacité à moins dépendre des fluctuations de la volatilité, parce qu'on est capable de structurer. Bien sûr. Et la diversification, le fait d'avoir une grande segmentation, ça permet d'avoir une grande diversité de production allant du moins cher au plus cher. Et ça permet de se désensibiliser. Permet de gagner de la souveraineté, de l'autonomie. Merci à tous. Voilà, Stop Intox, je reviendrai demain avec un nouveau plateau. Stop Intox, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter. Vous avez compris que Stop Intox, c'est fait pour tordre le cou aux idées reçues. Dans le domaine qui est le vôtre, il y en a beaucoup. C'est pas le seul, hein, mais des idées reçues, des postures, des croyances. Je rappelle régulièrement que la croyance, c'est le contraire de la connaissance. La croyance, on ne la réfute pas. On ne peut pas la discuter, elle est acquise pour toujours. Les connaissances, en revanche, et vous les avez portées aujourd'hui sur ce plateau, les connaissances, elles avancent et elles font avancer l'humanité. Merci et à demain.